Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce tout début d'après-midi pour ce troisième rendez-vous Culture Champ de la campagne, organisé à l'initiative de la Société Bayer en partenariat avec Ternet. Pour notre session d'aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des pratiques de désherbage sous le prisme des résistances. L'objectif de la session est de vous éclairer sur les leviers dont vous disposez à l'échelle de vos parcelles et dans la rotation pour réduire le risque de leurs apparitions, et notamment vous présenter l'outil Herbisecure. Mais nous commençons tout de suite par un petit film en guise d'introduction. Vous êtes prêts? Alors place aux images. Je m'appelle Nicolas Chaussier, je suis agriculteur depuis le 1er septembre 2016. Donc je suis un jeune agriculteur parce que j'ai moins de 40 ans. Alors la plus grosse problématique sur mon exploitation, c'est le vulpin. On est à peu près dans les comptages à 400 à 500 pieds au mètre carré. Pour gérer la pression des adventices, on est revenu au travail du sol, très important, donc des faux semis, quand c'est possible, quand on n'a pas des étés trop secs, et le retour de la charrue, labourer pour diluer cette masse de mauvaises herbes. Moi j'ai de la résistance parce que justement, quand on venait avec un produit de printemps, un sulfo, on se rendait compte que la plante détoxifiait, donc ça la cognait, et elle repartait. Et donc au bout d'un moment, en se questionnant avec les conseillers, le conseiller a contacté Bayer qui m'a donné ce levier pour comprendre pourquoi justement mes adventices arrivaient à revenir sur le devant de la scène même après un traitement. J'ai choisi la parcelle justement où on avait vu que les désherbages de printemps n'avaient pas fonctionné en fait. Sur l'année d'avant c'était un blé tendre, donc comme on refaisait un blé sur blé, on s'est dit, c'est là qu'on va intervenir, Donc Herbisecure, c'est comme une prise de sang. On prélève des plantes, 8 à 10 plantes, on les met dans du sopalin, on met de l'eau pour pas qu'elles meurent, on les envoie au laboratoire, le laboratoire les analyse, on récupère le compte-rendu et on se rend compte que tous les produits de printemps chez moi, j'ai une résistance à 75% aux ALS, donc produits de printemps, c'est terminé. Donc quelque part, c'est vraiment être au plus proche de la réalité pour éradiquer les adventices. Il y a vraiment un suivi qui est vraiment draconien. Et après, on sait vraiment où on doit se placer dans les traitements. L'année d'après, justement avec Herbisecure, on a réussi à faire l'antigerminatif et le foliaire. Et j'avais des parcelles qui étaient nickel. C'est-à-dire que avec retour au labour, faire des bons faux semis, placer les 2 bons herbicides avec les bonnes matières actives au bon moment, au printemps, j'avais pas besoin de réintervenir. Donc il y a un diagnostic, on le suit, et si on le suit, on se sort de l'ornière. C'est aussi simple que ça. Chaque ferme a son historique parcellaire, et chaque parcelle a son historique. Herbisecure, c'est un placement pour pas dépenser inutilement dans des produits qui sont pas adaptés aux résistances ou aux mutations des adventices. Ça cible totalement le problème, pour ne plus faire l'erreur plus tard en fait. Et justement aujourd'hui, chers auditeurs, nous serons en compagnie de Nicolas, le céréalier des Yvelines, dont le sujet de la vidéo a traité à l'instant. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous allez partager avec nous votre retour d'expérience et vous allez nous parler levier agronomique, diagnostic à la parcelle, adaptation de programme de désherbage, enfin tout ce que vous avez mis en œuvre sur votre exploitation pour vous affranchir de ces soucis de résistance aux herbicides. Également avec nous ce matin, 2 experts Bayer. Saluons d'abord Magali Devavry, qui est responsable technique herbicides, céréales, insecticides et régulateur. Bonjour Magali. Bonjour.
Magali, pour parler résistance, vous serez accompagnée aujourd'hui d'Audrey Ossard, qui est chef marché herbicide céréales. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Et c'est donc Audrey qui commence tout de suite en plantant le décor. Où en est-on de la résistance aux herbicides en France? En préambule, il nous paraît important effectivement de rappeler et de partager où en sommes-nous aujourd'hui sur la résistance aux herbicides. Donc principalement, on sait qu'il y a de la résistance aux produits de sortie d'hiver au niveau national sur deux grandes familles utilisées principalement que sont les ALS, donc tout ce qui est sulfonylurée, méso, iodo, si ça vous parle, et les ACCAs qui sont toutes de la famille des FOP, donc exemple de matière active qui peut vous parler aussi, le pinoxadène. Donc effectivement, il peut y avoir des échecs de désherbage en sortie d'hiver qu'on associe parfois à une résistance, mais elle n'est pas forcément généralisée, cette résistance. Donc il faut aussi s'assurer qu'on ne fait pas toujours cette association d'échec avec la résistance parce que ça peut ne pas toujours être le cas. Et en plus de cela, la résistance aussi évolue dans le temps. Donc il faut s'assurer qu'on puisse faire le bon diagnostic en fait de sa parcelle et de sa situation. Effectivement, les échecs de désherbage peuvent être liés à autre chose. Ça peut être la partie qualité de pulvérisation, tout ce qui a pu être fait en termes de dose ou l'adjuvantation, les conditions climatiques qui peuvent éventuellement jouer. Donc tout ça vont être des facteurs qui peuvent conditionner des échecs de désherbage, mais qui ne sont pas toujours liés à la résistance. C'est toutes ces questions à se poser pour être sûr au final pour sa parcelle d'être sur le bon produit à la bonne dose, le bon stade et ce dans les bonnes conditions d'application au regard des conditions météorologiques. Donc tout ça, ça ne peut être fait que si on combine tous les moyens qu'on aura à notre disposition. Ça peut être les moyens, les OAD, bien sûr tout ce qui est programme phytosanitaire, tout ce qui est service aussi aujourd'hui proposé, combiné avec l'ensemble des leviers agronomiques qui peuvent être mis en place. Et ça dans l'optique d'avoir des solutions pour chacune des parcelles, et ce, quelle que soit la situation de la parcelle. Quand on dit ici situation, c'est se poser la question de c'est quoi la flore présente dans ma parcelle. On a eu l'exemple dans la vidéo, on était sur un cas vulpin. Donc typiquement, c'est quoi la flore présente adventice? Le niveau de pression, est-ce qu'il est plutôt faible ou moyen élevé? À cela, j'ajoute la connaissance de niveau de résistance et c'est là qu'on parlera plus précisément d'herbisécure. Et puis, il ne faut pas aussi oublier tout ce qui est particularité à prendre en compte à la parcelle, à savoir le type de sol, est-ce qu'elle est drainée, pas drainée, ou derrière aussi tout ce qui est cahier des charges induisant certaines pratiques à mettre en place. Ça, c'est finalement le diagnostic de ma parcelle, l'état de ma parcelle. Pourquoi faire ça? Bien évidemment, c'est derrière d'être dans la définition de la meilleure stratégie à l'échelle de cette parcelle-là, avec l'objectif, bien sûr, d'assurer le rendement et donc la propreté de ma parcelle. Merci Audrey pour nous avoir éclairé sur le contexte. Magali, pour mieux comprendre, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est véritablement la résistance? Comment apparaît-elle? Comment apparaissent-elles? Oui, tout à fait. Donc en fait, la résistance, donc vous en avez une définition en haut de cette dia que vous devez voir. Après, il est vraiment important d'avoir en tête en fait que la résistance, c'est un phénomène qui existe naturellement dans la nature, j'ai envie de dire, et qui donne en fait à certains individus, dans notre cas ici, aux adventices, la capacité à survivre suite à l'application d'un herbicide qui aura été appliqué, comme l'a dit Audrey, dans des bonnes conditions, en respectant les bonnes recommandations. Et c'est aussi la résistance, c'est aussi donc au-delà de la capacité à survivre, c'est également aussi la capacité d'une plante à donner une descendance viable malgré l'application de produits. Donc, ce qui est bon à savoir sur la résistance, qui nous aidera après pour la compréhension du webinaire, c'est de savoir qu'il existe plusieurs mécanismes qui peuvent induire de la résistance chez les adventices. Donc, j'évoquerai ici les deux principaux mécanismes qui sont les plus fréquents et les plus connus, dont le premier qui, en fait, on parle de résistance par mutation de cible. Donc, dans ce cas précis, en fait, l'herbicide qui est représenté ici par un rectangle vert n'arrive pas à se fixer sur sa cible à votre écran par symbole bleu. Et en fait, l'herbicide ne se fixe pas sur sa cible car en fait la cible à laquelle l'herbicide doit agir a été modifiée. On le voit de par sa forme. On a en effet une mutation de l'ADN de la plante qui a fait que le site de fixation de l'herbicide a été altéré et que le rectangle
Le rectangle de l'herbicide ne peut pas rentrer dans le rond de la cible, ce qui explique que derrière, en fait, on va avoir un herbicide qui n'a aucune efficacité au champ. Donc après, à savoir, c'est qu'en pratique, cette résistance, elle apparaît généralement dans des parcelles suite à l'application répétée de mêmes matières actives avec des mêmes modes d'action. Cette résistance, elle est induite par le fait qu'on a exercé une pression de sélection et qu'on a sélectionné les individus qui présentaient cette mutation. À noter aussi que c'est une résistance qui est bien spécifique à un mode d'action. Ensuite, je vais aborder le second mécanisme de résistance. Donc, il s'agit d'une résistance, on parle de résistance par détoxification. On parle aussi de résistance non liée à la cible, pour se différencier du premier mécanisme qu'on a vu juste précédemment. Et dans ce cas, en fait, de résistance par détoxification, dans ce cas-là, en fait, on n'a pas de mutation au niveau de l'ADN de la plante. On a en fait des plantes qui ont acquis la capacité de dégrader la matière active herbicide appliquée. Cette dégradation, en fait, elle se fait à l'aide des enzymes produites par la plante résistante. Donc, comme on le voit aussi ici sur le schéma, l'herbicide qui est en vert, en fait, est dégradé. Il perd, entre guillemets, sa forme efficace et ne peut pas venir se fixer sur la cible, toujours illustré ici en bleu. Et ce qui fait qu'au champ, en fait, ce type de résistance est facilement reconnaissable. En fait, c'est souvent quand on passe dans les parcelles et qu'on a des individus qui, quelques jours après application, présentent des symptômes. On se dit, bah, c'est bon, du coup, mes vulpins et raigrats vont bien disparaître. Mais quand on repasse sur la parcelle quelques semaines après, 3-4 semaines après, on voit que ces plantes, en fait, elles sont reparties de plus belle. Et c'est vraiment le signe qu'elles ont eu cette capacité de détoxifier l'herbicide qui a été appliqué. Après aussi, dans les choses à savoir, c'est qu'en pratique, cette résistance, elle apparaît souvent suite à l'application de produits, mais dans ces conditions-là, à dose réduite. On a sélectionné aussi les individus qui ont permis aux individus de développer des enzymes qui dégradaient le produit. Cette résistance-là n'est pas, contrairement à la première, n'est pas forcément liée à un mode d'action. Donc, je viens donc de vous expliquer ce qu'était la résistance, les mécanismes qui étaient impliqués. Maintenant, concrètement, c'est la question qu'on peut se poser. Concrètement, comment j'identifie cette résistance? À ce jour, en fait, il existe deux méthodes pour identifier la résistance. Une première méthode qui est un test graines. Donc, en fait, test assez simple. Donc, je prélève par exemple mes graines dans ma parcelle de céréales en juin. J'envoie mes graines prélevées dans un laboratoire qui se charge de faire du coup les différentes étapes nécessaires pour la réalisation du test. Donc, à savoir lever de dormance, ensuite faire lever les graines qui auront été mises en pot. Et ensuite, sur ces graines-là et sur ces plantes levées, on applique les produits. Donc après, à différents timings, soit en prélevé ou alors en post-levé, selon les produits testés. Et après 3 à 4 semaines après application des produits, on évalue le niveau d'efficacité du produit. Et ainsi, on peut en fait identifier le niveau de sensibilité des adventices par rapport aux produits appliqués. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode relativement simple. Mais après, il y a quand même quelques inconvénients. C'est que le résultat est finalement nous revient assez longtemps après, soit 6 à 8 mois après les prélèvements. Donc, on pourrait se dire c'est quasiment de quoi rater une nouvelle campagne parce qu'on n'a pas l'information sur le niveau de résistance de mes parcelles et on peut pas, ça ne permet pas d'anticiper ce qu'on peut faire à la prochaine campagne. Et on a aussi des résultats qui ne nous donnent pas une information vraiment très pointue. On sait juste si les produits marchent plus ou moins bien. On n'a pas d'information sur le type de résistance impliquée. Notamment, on ne sait pas si on est sur de la résistance par détoxification et ou mutation de cible. Donc, les deux mécanismes que je vous ai présentés juste avant. Ensuite, il existe une seconde méthode qui se fait, elle, sur la base de plantules. Donc, dans ce cas-là, on va avoir prélevé des plantules dans ces champs, dans ces parcelles. Peu importe la parcelle, ça peut être des prélèvements faits dans du colza, du maïs, de la betterave, dans l'interculture. L'idée, c'est de prélever en fait une dizaine de vulpins ou de raigrats à des stades assez jeunes, entre 3 feuilles et petit débutalage. Ces échantillons-là sont envoyés ensuite au laboratoire pour analyse. Et notre laboratoire, du coup, va réaliser 2 tests. Un premier test qui est une PCR, une extraction d'ADN, qui va nous permettre en fait de rechercher les mutations induisant la résistance par amplification de l'ADN. Et donc, cette technique va nous donner une information sur la présence ou non de résistance par mutation de cible. Ensuite, dans le laboratoire, il y aura une deuxième étape d'analyse. Ce sera une analyse par HPLC, de la chromatographie en phase gazeuse.
Et en fait, via cette technique-là, en fait, on va pouvoir avoir l'information sur la présence ou non, cette fois-ci, de résistance par détoxification. Au travers de cette étude, c'est vrai qu'on va gagner en rapidité de réponse parce qu'on va avoir les résultats qui vont être disponibles sous 3 à 4 semaines. Et on va avoir un niveau d'information assez pointu dans la mesure où on va pouvoir identifier quel est le mécanisme de résistance impliqué dans la résistance. Ce qui fait que c'est une technique qui est intéressante, notamment de par sa rapidité d'action et le niveau d'information donnée. C'est une technique qui va être intéressante pour anticiper et prévoir la stratégie de désherbage sur sa parcelle. Et en fait, derrière ce test plantule, c'est le test qui est utilisé au travers de Herbicecure. Donc, je vais laisser la parole à Audrey qui va vous présenter plus en détail Herbicecure. Effectivement, venons-en maintenant du coup à la description d'Herbicecure en lui-même, donc qui est vraiment un nouvel outil aujourd'hui à disposition pour diagnostiquer et gérer la résistance à la parcelle, donc sur la base du kit plantule, comme vient de l'expliquer Magali. Donc en détail et avec les termes ici qui sont pesés, on est vraiment sur un outil d'aide à la décision qui va se faire à l'échelle d'une parcelle, et ce dans l'objectif de sécuriser sur le long terme votre désherbage sur les graminées. Donc là, on cible vulpin et régras, et ce à l'échelle de la rotation. Donc, on va être sur un outil ici qui va permettre d'identifier, de comprendre le type de résistance et le degré de résistance auquel on a affaire dans la parcelle. Ça, c'est basé sur des méthodologies d'analyse donc moléculaire de pointe qu'a expliqué Magali juste avant, développées par notre laboratoire en interne, donc Bayer. J'insiste sur la notion de rotation parce que le prélèvement finalement de votre adventice peut se faire dans n'importe quel type de culture. La seule chose à respecter est le stade de l'adventice qu'il faut respecter pour que ensuite les analyses se fassent correctement. Donc, je vous laisse lire aussi en parallèle en dessous une verbatim donc, de notre agriculteur présent aujourd'hui qui témoignera tout à l'heure, qui expliquera aussi en détail comment il a utilisé Herbicecure et pourquoi. Un peu plus dans le détail, pourquoi finalement utiliser Herbicecure? Pourquoi et quand avoir finalement recours à un tel type de diagnostic? Donc typiquement, là, vous vous posez la question sur une ou plusieurs parcelles qui présentent des impasses de désherbage. Et bien, vous allez, grâce à Herbicecure, identifier le ou les modes d'action qui vont être concernés par la résistance. Donc, on parlait des deux grandes modes d'action, donc ALS et CCAS. Vous allez la caractériser, ce type de résistance, sur les parcelles. Est-ce qu'on est en situation de détox ou de mutation de cible? Et d'aller jusqu'au degré. Donc, c'est là en soi l'outil est puissant puisqu'on va vraiment jusqu'à une finesse de précision. Et une fois que vous avez établi tout ça, eh ben, l'objectif est de bâtir la stratégie adaptée à la parcelle que vous venez de diagnostiquer. Et donc, en échangeant aussi avec vos conseillers techniques, de pouvoir mettre en place les pratiques éventuellement correctrices pour ne pas amplifier une situation qui pourrait se dégrader si on ne réagissait pas. Je vais à présent passer la parole à Nicolas qui a utilisé donc en avant-première Herbicecure et qui va donc nous témoigner de l'usage qu'il en a pu en faire. Oui, bonjour, Nicolas Chaussier, agriculteur dans le sud Yvelines. Donc pourquoi j'ai utilisé Herbicecure? En fait, j'étais dans l'impasse. L'année d'avant, j'avais un parapluie de vulpin au-dessus de mes cultures. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce parapluie de vulpin, puisque je suivais des programmes de désherbage définis. En contactant mon conseiller, j'ai pu avoir la primeur d'avoir le kit Herbicecure pour pouvoir savoir, comme une prise de sang chez l'être humain, qu'est-ce qu'il y a dans mon adventice. Voilà. Et on a découvert, grâce à Herbicecure, que j'étais résistant aux ALS à 75%. Donc, c'est-à-dire tout ce qui était sulfate de printemps que j'avais utilisé l'année d'avant et qui ne marchait pas car la plante était cognée, elle virait au violet et elle arrivait quand même à faire des graines au ras du sol. Il a fallu réfléchir, se dire tiens, c'est terminé de dépenser de l'argent inutilement dans des produits de printemps et revenir aussi à des techniques culturales bien appropriées, c'est-à-dire bien déchaumer, pas trop creux. Bon, si on a un été sec, c'est pas évident depuis quelques années, c'est compliqué. Ramener le labour sur le devant de la scène parce que c'est quand même important de remettre un petit peu toutes ces mauvaises herbes au fond de la raille. Faire attention aussi à l'hygrométrie ambiante quand on fait un traitement, le volume de bouillie. Et puis comme ça, on arrive à maîtriser le mieux le sujet. Donc j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir utiliser
ce kit qui est vraiment très intuitif, hein. C'est vraiment très facile de s'en servir, c'est bien expliqué. Et le retour d'analyse est vraiment très bien fait. Il y a juste à revenir vers son conseiller. Et puis après, on met en place, comme moi j'ai fait. Il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur les 2 désherbants d'automne, l'antigerminatif, puis après le foliaire. Et surtout bien faire attention aux séquences d'épandage. Voilà, ça c'est aussi important. Il ne faut pas toujours incriminer le produit. Il y a aussi à nous de faire attention comment on épand nos désherbants. Merci du coup Nicolas pour ce témoignage. On a bien vu l'intérêt que vous aviez porté du coup à ce nouvel outil. Nous du coup l'intérêt d'Herbisecure aussi, on l'avait travaillé en amont et on l'a mis aussi en avant au travers de nos essais pour répondre notamment à la question finalement qu'est-ce que cet outil va me permettre, va m'apporter, quelle stratégie finalement je dois mettre en place sur ma parcelle. Donc là, on vous a pris quelques exemples au travers des essais qu'on avait pu mettre en place. Donc le premier cas là qui apparaît sur votre gauche, premier cas qu'on avait travaillé, c'est en fait sur des essais, des parcelles pour lesquelles en fait Herbisecure a diagnostiqué une résistance avérée aux produits de sortie hiver à base de sulfo, sur lesquels en fait Herbisecure aurait par conséquent recommandé une stratégie double automne. Donc ensuite, dans nos essais, si on compare les différentes stratégies de désherbage dans nos essais, donc à la fois simple automne, double automne puis sortie hiver ou la stratégie sortie hiver de strict, on se rend bien compte qu'en fait, ce qui ressort fortement, c'est que la stratégie double automne, donc qui apparaît ici en vert, c'est vraiment la stratégie qui s'avère la meilleure stratégie, c'est elle qui apporte le meilleur niveau de résultats et également le meilleur rendement. Donc derrière, quand on fait l'analyse technico-économique qui apparaît juste en bas, c'est effectivement la stratégie qui nous donne la parcelle la plus propre, parce qu'en moyenne, il nous restait 33 épis par mètre carré, alors qu'on en avait 280 épis par mètre carré dans les témoins. Et c'est elle aussi qui nous apporte le meilleur rendement. On le retrouve du coup ce rendement quand on regarde le gain euro à l'hectare. Ensuite, dans le second exemple qu'on a pris, on est sur des parcelles d'essai pour lesquelles Herbisecure diagnostique un début de résistance aux produits à base d'ALS, donc méso-iodo, voire une sensibilité complète aux ALS en sortie hiver. Donc dans ce cas-là, en fait, où Herbisecure nous diagnostique un début de résistance ou une sensibilité aux produits de sortie hiver, Herbisecure aurait recommandé une stratégie en programme automne puis sortie hiver. Et effectivement, dans nos essais, comme tout à l'heure, si on compare les différentes stratégies de désherbage sur ce type de parcelle, ce qui ressort au travers de nos résultats d'essai, c'est que la stratégie automne puis sortie hiver, donc identifiée ici également en vert, ça s'avère être la stratégie la plus efficace. C'est elle qui va nous apporter le meilleur niveau d'efficacité et également le meilleur rendement. Et donc, pareil, en faisant l'analyse technico-économique, c'est bien la stratégie qui nous permet d'avoir la parcelle la plus propre, parce qu'il ne reste plus qu'un pied d'adventice par mètre carré, et c'est elle aussi qui nous apporte la meilleure rentabilité. Donc, au travers de nos résultats d'essai, c'est vrai qu'on a aussi pu remettre l'intérêt de l'outil Herbisecure. C'est vraiment un outil qui permet de choisir, de faire le choix du bon programme adapté à sa parcelle et qui va donc garantir la propreté de la parcelle et le retour sur investissement. Ensuite, la question qu'on peut se poser, parce qu'effectivement, j'ai abordé le coût à euro-hectare, la question qu'on peut se poser, pour combien d'hectares est valable ce kit, cet outil, cette analyse? Et en fait, ce qu'on considère, c'est que l'analyse vaudra pour l'ensemble de la parcelle, dans la mesure où en fait, on considère que les pratiques agronomiques qui ont été mises en œuvre sur la parcelle sont historiquement les mêmes et que vous n'allez pas vous amuser à labourer ou appliquer un produit sur une demi-parcelle, sur la moitié de la parcelle et pas le faire sur l'autre. Donc l'analyse, elle est valable pour nous, pour l'ensemble de la parcelle, que la parcelle fasse 5, 10, 15 hectares, voire plus. Donc vous avez effectivement ici le coût que cela peut représenter en fonction de la taille de la parcelle. Et effectivement, le prix hectare va être dégressif en fonction de la parcelle. Je vais laisser Audrey aborder le point du coût, justement, dans la mesure où on a commencé un peu à aborder le sujet.
Il paraît effectivement plus simple d'avoir un exemple concret sous les yeux pour se rendre compte de la notion du coût. Là, c'est vraiment un cas type avec des chiffres qui se rapprochent de la réalité, mais bien sûr, c'est un cas particulier. On a voulu ici donner l'exemple de deux pratiques à l'échelle d'une rotation que vous avez en bas ici. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail, c'est d'exprimer que finalement, on a un programme qui va alterner différents modes d'action, ou en tout cas un nombre de modes d'action plus nombreux qu'une version en sortie d'hiver. Donc, le fait qu'on alterne des modes d'action ici, parce qu'un Herbisecure aurait identifié qu'on était en début de résistance et donc on vient rectifier le tir, donc là sur le graphique vert, alors que dans le graphique rouge, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on continue à faire finalement des pratiques qui continueraient à amplifier la résistance et on se retrouve du coup dans une situation où les rendements diminuent progressivement d'une culture à l'autre. Alors bien sûr qu'à terme, on n'arrive pas à cette situation-là. L'idée est de rectifier le tir aussi le plus vite possible. Donc concrètement, vous posez sûrement la question combien coûte un Herbisecure? On présente des coûts ramenés à l'hectare et par an. Donc il y a un coût du diagnostic qui est mentionné dans le graphique à 675 €. Et finalement, l'idée, c'est de dire, comme l'a exprimé aussi Nicolas Chaussier tout à l'heure, c'est un investissement. C'est à l'échelle de votre parcelle. Et quand on prend cet exemple ici, par rapport à ce que vous avez en gain net quand on ramène le rendement par sa base de prix, que j'en déduis ce qui va m'en coûter en termes d'intrants, donc là purement produit phyto, ce que ça va m'en coûter aussi en coût de passage mécanique. Quand je déduis tout ça au gain net qui est purement le rendement multiplié par le prix de vente, eh ben, je vais quand même au final sur ma stratégie en vert. Ça me coûte plus à l'investissement au départ, je suis gagnant au final sur mon gain net. Là, dans cet exemple-là, on a un gain net au final de 277 € l'hectare dans cet exemple. Et au-delà d'un gain économique fixe, c'est au final aussi une parcelle dont la propreté est préservée. La résistance est gérée donc sur le long terme et donc on a une pérennité de l'exploitation et de la parcelle. Là, vraiment l'exemple pour ça. Et peut-être aussi une question que vous vous posez et qu'on répond maintenant. On a répondu à la notion de quelle surface pour Herbisecure, et aussi pour quelle durée. En fait, il faut savoir que pour une parcelle qui est diagnostiquée en résistance ou en dérive d'efficacité, l'investissement qu'il va falloir pour arriver à assainir une situation, on l'estime être à l'échelle d'une rotation, donc plutôt pour 5 ans. C'est pour ça que pour nous, la durée de 5 ans, elle correspond au temps nécessaire et donc au temps de validité d'un Herbisecure. Par contre, attention, et je mets l'accent là-dessus, si vous êtes sur une parcelle diagnostiquée sensible, là, il sera nécessaire potentiellement de faire un Herbisecure, non pas au bout de 5 ans, mais avant. Sinon, il se peut que la résistance évolue rapidement sans que vous puissiez vous en apercevoir de trop. Et donc, on pourrait arriver sur un cas critique si on attendait les 5 ans. Voilà les différents cas expliquant la durée. Donc maintenant, un point qui nous reste aussi à voir, c'est le rapport d'analyse que vous recevrez lorsque vous faites un Herbisecure. Et pour ça, du coup, c'est Magali qui va vous parler du rapport. Donc oui, concernant le rapport, donc on en a déjà parlé un petit peu. Le rapport, en fait, il sera disponible sous 3 à 4 semaines, donc après réalisation des prélèvements de vulpin ou de régras dans les parcelles. Il vous sera envoyé par mail, notamment à vous, mais également à votre conseiller qui vous aura vendu le kit. Le rapport, qu'est-ce qu'on va y trouver dedans? Donc le rapport reprend en fait le diagnostic de la résistance. Donc vous aurez l'information sur l'état de résistance de vos parcelles, à la fois aux ALS, donc aux sulfos. Donc si je reprends l'exemple, c'est les mésosulfurons, iodosulfurons, notamment en céréales. Et puis l'information aussi sur le niveau de résistance de vos populations prélevées par rapport au FOP, DEN et puis EPIDIM. L'information sur la résistance, vous aurez à la fois est-ce que vous êtes en résistance par détoxification et ou en résistance par mutation de cible. Et vous aurez aussi une notion de degré de résistance qui sera en fait définie sur la base du nombre de plantules analysées. Et ensuite, une fois qu'on a synthétisé en fait les résultats du niveau de résistance ALS et ACCase, en fait, le rapport propose également une recommandation agronomique avec notamment un programme de désherbage pour la partie céréales. Ensuite, ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, le rapport à première vue, même si on a essayé de le faire le plus clair possible,
peut paraître un peu dense à sa réception. Après, Nicolas a dit tout à l'heure qu'il l'avait trouvé très très clair, donc c'est plutôt un bon point. Après, il peut paraître dense parce que c'est vraiment très très détaillé et très complet. Mais ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est qu'en fait, vous ne serez pas tout seul devant ce rapport. Votre conseiller aussi le reçoit également. Et puis, il est là pour vous accompagner en fait dans son interprétation. Si je fais comme Nicolas un peu un parallèle par rapport à la médecine, c'est comme quand vous faites une prise de sang, vous recevez le résultat. Votre médecin, il est aussi là pour vous accompagner. Il est même recommandé, il est même bon d'aller le voir pour mieux comprendre les résultats que vous avez reçus de votre analyse et de voir en fait après qu'est-ce que je dois faire à court terme ou à moyen terme pour résoudre mon problème. Donc avec RBSecure, c'est un peu le même principe. Voilà, je vais peut-être te laisser conclure, Audrey. On arrive effectivement proche de la conclusion et donc de la fin de cette présentation. Il y a des éléments fondamentaux qui semblent à rappeler par rapport à ce qui vient d'être dit pendant ces quelques minutes. Là, RBSecure qui vient d'être présenté, on voit que c'est un outil donc, qui est innovant, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outil d'équivalent sur le marché pour arriver à un tel niveau de diagnostic de la résistance. On a insisté sur l'aspect aussi rapidité. En 3-4 semaines, on peut avoir le diagnostic de sa parcelle et on combine plusieurs méthodologies derrière scientifiques pour arriver à un niveau pertinent. Et tout ça sans oublier que ça permet aussi d'entrer dans une démarche de durabilité parce qu'au-delà de l'outil en tant que tel, qui est un vrai outil agronomique derrière, on a fait la démonstration ici que c'était un investissement à l'échelle de la parcelle, donc tout l'enjeu économique derrière pour continuer à préserver vos parcelles et donc vos rendements, ça rentre dans cet enjeu-là. On est bien sur un outil à la rotation. L'aspect environnemental, bah oui, parce que à terme, ce qui ça permet de faire, c'est d'éviter d'utiliser inutilement des produits qui s'avéreraient impactant la résistance. Et donc, on peut avoir au final, à l'échelle de la rotation, une baisse éventuelle des indices de fréquence de traitement, donc du nombre de traitements. Puis indirectement, il faut se dire ce qui est, c'est que si on a moins de traitements aussi, toute la partie qualité de l'eau peut être préservée. Et on sait que tous ces outils aujourd'hui seront indispensables dans la conduite et dans la gestion des parcelles et de l'exploitation. Donc l'enjeu sociétal aussi est mis en avant puisque derrière, c'est quand même la préservation de l'outil de travail qui en émane, qui est donc votre exploitation de vos parcelles. Petit point de rappel aussi sur RBSecure, qui est donc commercialisé depuis septembre. Et donc, pour toute information sur RBSecure, la plupart des conseillers sont formés aujourd'hui sur ce nouveau service et sont en capacité de vous accompagner tout au long. Donc, maintenant, on peut laisser place aux questions. Merci beaucoup, Audrey, pour cet efficace résumé. Donc, vous en savez à présent un peu plus, chers auditeurs, sur le risque d'apparition de résistance aux herbicides et surtout sur la façon dont vous pouvez vous appuyer sur l'outil Herbisecure pour sécuriser votre stratégie de désherbage. Nicolas nous demande finalement si la rotation blé sur blé, ce n'est pas cette rotation qui est le facteur numéro 1 de l'apparition de résistance. Et pourquoi finalement pas davantage d'alternance, culture d'hiver, culture de printemps, j'imagine. Voilà. Donc oui, c'est vrai que normalement, le premier levier qu'on aurait dû faire, c'était réintroduire plus de printemps. Mais le problème, c'est que nous, dans notre secteur, on est sur des limons argileux. Et on a des terres qui ont du mal à se réchauffer rapidement. Donc, depuis que je suis revenu, depuis 2016 sur la ferme, j'ai essayé lentilles, orge de printemps, tout ça, même les pois de printemps, avec des conditions d'implantation qui ne sont pas toujours faciles, des printemps qui sont très secs, donc avec des rendements pas top. Donc, c'est pour ça que je suis revenu un petit peu sur ce que mon père faisait. C'est-à-dire, c'est vrai que le blé sur blé est un facteur alimentant les futures résistances. Mais bon, il y a des moments où on est un petit peu obligé parce que sinon on baisse en rendement fortement et puis la trésorerie s'en ressent. Donc voilà, Herbisecure, ça a remis, on va dire, un petit peu ça à plat. Alors c'est vrai que oui, on revient beaucoup sur du blé sur blé parce que nous on peut pas faire de pommes de terre ni de betteraves dans notre coin, quoi. Voilà, donc c'est assez compliqué. Voilà, je pourrais le faire, je le ferai.
Alors, Voilà. Nicolas, le même auditeur, vous pose la question de savoir quelle était la date de semis, par exemple des blés, et est-ce que le fait de décaler Le 8 les dates octobre. de... Alors voilà, nous on commence à partir du 8 octobre. On a essayé de décaler, mais vous voyez, si on prend un exemple d'année comme l'année dernière, pas cette année parce que c'était une année un peu formidable pour pouvoir implanter, mais l'année dernière, nous, on ne peut plus rentrer dans les champs au 25 octobre, on ne rentre plus dans les champs, on s'enfonce de 30 cm. Vous voyez, donc les structures de sol, on bousille tout, on a des problèmes de blé qui pourrit parce qu'il pleuvait tous les jours. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Merci Nicolas. Alors Brice nous demande pourquoi ne pas faire une stratégie 5 modes d'action dans la modalité sans Herbisécure? Avoir des stratégies de désherbage qui mettent en œuvre des herbicides avec vraiment des modes d'action très différents et sans passer par Herbisécure. Voilà, c'est ce qu'on disait, Herbisécure, c'est la prise de sang. Donc, aller avec 5 modalités sans savoir où on va, comment dire, économiquement parlant, en fait, on balance sans savoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La Alors question était qu'avec... peut-être liée à l'exemple qui a été pris pour le calcul du coût potentiellement, où il y avait Ouais, une stratégie avec différents modes d'action, où on le considérait donc avec Herbisécure, une modalité où il y avait que 3 modes d'action sans Herbisécure. Je pense que la question émane de là. ah oui. Et effectivement, comme le rappelle Nicolas ici, c'était l'exemple, si on ne diagnostique pas la parcelle, on a tendance à poursuivre finalement ce qu'on fait actuellement, qui était ici un cas avec 3 modes d'action. Oui, effectivement, on pourrait se dire, bon, si j'ai un début de résistance sans faire Herbisécure, je pourrais imaginer introduire de nouveaux modes d'action, si c'est ça la question. Oui, ça peut se faire, mais Herbisécure va au moins vous indiquer à quelle grande famille chimique il peut commencer à y avoir une dérive pour ne pas non plus supprimer ou insérer des modes d'action qui continueraient à être préoccupants ou du moins qui ne solutionneraient pas la chose. Voilà, j'espère avoir répondu à la question si ça était le cas. Merci Audrey. Brice, on espère que voilà, ça répond à votre interrogation. Sinon, n'hésitez pas. Oui, visiblement, ça répond à l'interrogation, donc parfait. Merci à vous deux. Vincent nous demande si Bayer, dans le cadre de cette initiative, a étudié les effets d'une stratégie herbisécure sur les autres composantes qui se posent pour l'agriculteur, état du sol, microbiote, levée de nouvelles espèces d'adventices. Donc, est-ce que herbisécure peut avoir finalement d'autres usages? Aujourd'hui, non, quoi. On s'est vraiment concentré sur l'identification de la résistance sur les adventices prélevés, à la fois vulpin et puis régras. Après, c'est aussi là tout l'intérêt du conseiller, parce que effectivement, chaque parcelle est différente, même au niveau d'une exploitation, toutes les parcelles ne sont pas identiques, elles ont des structures de sol et autres différentes. Donc là, après, c'est à vous, et puis certainement accompagné de votre conseiller, de prendre ces informations supplémentaires en considération dans l'adaptation de la stratégie de désherbage à vos parcelles. Mais c'est effectivement Merci. une bonne question. Merci Magali. Alors, on a déjà un petit peu évoqué le coût d'Herbisécure, mais visiblement, certains auditeurs voudraient qu'on revienne sur le sujet. Quel est le coût réel? Je vais prendre la question. Du coup, le coût réel d'un diagnostic Herbisécure lorsque vous allez l'acheter chez votre distributeur, ça sera 675 € hors taxe. Donc, c'est et pour ça qu'on a rappelé aussi pour quelle durée et pour quelle surface, parce qu'on ramenait en euros hectares. On vous l'a traduit donc dans une des diapositives. Et bien sûr, le coût est dégressif puisque c'est valable pour une parcelle. Très bien. Est-ce Et qu'il y a faut-il d'autres besoins passer de précision? obligatoirement par un distributeur, sa coopérative, son négociant ou autre, ou est-ce que les céréaliers peuvent s'adresser directement à Bayer? Une bonne question. Alors aujourd'hui, parce qu'on est dans la première année de lancement de cet outil-là, c'est au niveau de la distribution qu'il faut passer. Il n'y a pas de possibilité de passer en direct Bayer. Et d'autant plus l'utilité en fait de passer par la distribution aussi, c'est que les conseillers sont formés. Et on a bien vu la nécessité aussi d'avoir un accompagnement derrière pour à la fois lire et comprendre le rapport d'analyse et de pouvoir en déduire la bonne stratégie. Donc à date, c'est comme ça. Je ferme pas en tout cas la porte parce que ça évolue. Mais sur une première année de lancement, c'est effectivement auprès de son conseiller de distribution qu'il faut se renseigner.
Alors Emmanuel nous demande si Herbicécure analyse aussi d'autres modes d'action type ALS ou ACCase. Je vais prendre cette question-là. Donc, en fait, Herbicécure ne fait aujourd'hui des analyses de résistance que sur la famille, le mode d'action du coup des ALS et des ACCase. Après, dans les évolutions, c'est là en fait aujourd'hui on a le plus de problématiques de résistance, notamment en herbicides céréales. Dans les évolutions à venir, on dit qu'il pourrait aussi être intéressant de pourquoi pas introduire des matières actives aussi qu'on utilise aujourd'hui à l'automne en céréales. Après, ça fait partie des pistes d'évolution de l'outil. Très bien. Et une question pour Nicolas, est-ce que le kit est compliqué à utiliser? Ah, pas du tout, non, non, il est vraiment très intuitif, hein. Il est vraiment bien expliqué. Quand on ouvre la boîte, on a bien toutes les petites pochettes à zip avec le papier absorbant et les petites fioles d'eau pure pour pouvoir après arroser les papiers absorbants où on a emprisonné les 8 à 10 plantules. Non, non, c'est vraiment très facile. Et après, on remet tout dans l'enveloppe qui est déjà cachetée avec comment dire, l'adresse du labo, quoi. Donc non, c'est vraiment très très simple. Un enfant de 5 ans, il arrive à le faire. J'allais le dire, presque un jeu d'enfant en plaisantant. Mais est-ce qu'on peut d'ailleurs prélever plus de 8 plantules? Bah oui, oui, je pense qu'on peut prélever plus de 8 plantules. Après, voilà, je préfère laisser parler les experts. Moi, je crois que j'en avais mis 10. Alors, vous voyez. Oui, après, du coup, effectivement, 8 plantules seront analysées au laboratoire, parce que c'est comme ça que sont définis le mode, c'est comme ça qu'est défini le mode opératoire. Après, effectivement, sur des adventistes qui sont vraiment très, très jeunes, notamment sur des prélèvements précoces, sur des adventistes qui font minimum 3 feuilles, on recommande quand même de mettre 10 à 15 plantules dans l'envoi. Et ainsi, ça permettra du coup au laboratoire de prendre vraiment les meilleures plantules pour faire les analyses. Et justement, là, on parle de qualité d'analyse. Un point aussi qui est à noter, c'est effectivement les prélèvements qui sont à faire et recommandés de faire en début de semaine, justement aussi pour que l'envoi se passe en début de semaine, que les laboratoires reçoivent les échantillons en milieu de semaine et puissent les traiter dans la foulée, pour pas que ces derniers arrivent détériorés dans les labos. Et d'ailleurs, Magali, le kit peut-il servir pour plusieurs parcelles? Non, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le kit est utilisé pour une parcelle, parce qu'en fait, chaque parcelle est vraiment différente, avec un historique différent, des pratiques différentes. Donc, en fait, d'une parcelle à une autre, on va avoir des populations de vulpins ou régras qui peuvent être potentiellement différentes, notamment par rapport à la pression de sélection qui aura pu être exercée et par rapport au niveau de résistance dans ces parcelles. Pour finir, peut-être une dernière question de Jérôme qui s'interroge, il trouve étonnant, enfin, de passer par son distributeur, donc pour Herbicécure, surtout s'il a fait le choix de la vente. Là, on est sur un sujet un peu épineux dans sa stratégie d'entreprise qui lui interdira ensuite de réaliser des préconisations de désherbage à la parcelle. Donc là, la question, je pense qu'elle est totalement liée avec les actualités du moment sur les questionnements par rapport à la séparation vente-conseil. Aujourd'hui, je prends beaucoup de précautions parce que ce cadre reste encore assez flou pour bon nombre de personnes, je pense. Donc, à date, on estime que tout ce qui est service pourrait continuer à être vendu aussi bien par des personnes qui fassent le choix de la vente ou du conseil. Maintenant, toute la notion d'effectivement d'interprétation et d'accompagnement de l'agriculteur peut se poser. Donc là, comme je disais, on est sur une année de lancement et le temps que tout ça se mette en place, on a une année, je pense, devant nous, même si le choix au niveau de la distribution doit se faire dans les jours, semaines à venir. La mise en place va se faire progressivement. Du moins, sur la campagne 21, je ne vois pas de frein à la recommandation et la préconisation parcellaire de la part du distributeur. Et donc après, on envisagera l'évolution de ça en fonction, bien sûr, de ces éléments de contexte versus séparation dans le conseil. La question est évidemment importante, effectivement. Nous arrivons au terme de cet échange. Merci à tous à nouveau d'avoir été des nôtres, vous, chers auditeurs, mais aussi nos intervenants, Magali, Audrey et bien sûr notre agriculteur Nicolas. Merci de vous être rendus disponibles. Il s'agissait de notre dernier rendez-vous de l'année. Nous vous retrouverons en janvier, le jeudi, pour un webinaire Culture Champ Bayer en association avec Ternet. Et ce coup-ci pour parler maïs. Alors d'ici là, nous vous souhaitons
une excellente fin d'année. Surtout, portez-vous bien et à l'année prochaine.